Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes le ministre au cœur de l'actualité et pour longtemps, de par vos dossiers, mais aussi de par votre personnalité et votre méthode que l'on pourrait qualifier de très sarkozienne. Vision de l'immigration, lutte contre la délinquance, avenir de notre société, alors qu'un sondage dans le journal du dimanche montre des Français inquiets, voire en colère. On va vous interroger sur tous ces sujets, également sur vos ambitions politiques. Elles sont réelles, très grandes, à en croire certains. Ça en agace même plus d'un dans la Macronie. À mes côtés, justement, pour vous interroger, Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Gérald Darmanin, dans le journal du dimanche, les Français pessimistes et en colère contre les services publics, ce qui fait tenir finalement la nation. On trouve en bonne position, malheureusement, dans l'objet de leur courroux, la justice dans le viseur des Français et la police également. Est-ce que vous comprenez leur perte de confiance, voire leur colère? Alors bonjour à vous. Bien sûr, je comprends l'impatience ou les difficultés des Français. Je ne les sous-estime pas et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la politique. C'est pour essayer d'améliorer la vie de nos concitoyens. Je constate cependant pour la police et la gendarmerie que quasiment la moitié des Français considèrent que c'est un service public qui fonctionne bien. Et d'abord, c'est grâce aux policiers et aux gendarmes qui eux-mêmes, dans des conditions très difficiles, exercent leur métier. Mais bien sûr qu'il faut améliorer les services publics qu'on peut rendre aux Français. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il est évident que lutter contre l'insécurité, c'est notre priorité numéro un, que les choses ne sont pas encore totalement réussies, c'est une certitude. Il y a des choses qui s'améliorent et il y a aussi beaucoup de Français qui vivent dans ces difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a accepté de faire une grande loi de programmation du ministère de l'Intérieur, 15 milliards d'euros de plus pour le ministère de l'Intérieur en 5 ans, ce que je porte, pour améliorer concrètement la vie des Français. Hier, j'étais en Haute-Garonne. Vous voyez, en Haute-Garonne, on a supprimé, depuis 20 ans, 6 brigades de gendarmerie dans le monde rural et périurbain, alors que c'est un département qui gagne 15 000 habitants par an. Ben nous remettons des brigades de gendarmerie. Hier, j'ai annoncé qu'on en remettait 4. Une concertation avec les élus. C'est par des petits faits comme ça qu'on améliore la sécurité de nos concitoyens. Des faits, certes, ce sont des chiffres, mais au-delà, tout ce que l'on voit là mine la confiance dans l'action de l'État. C'est une sorte de crise multiforme. Est-ce que ça vous inquiète? Une majorité de Français, selon ce sondage, pense que le pays a la conviction que le pays est en déclin. Ils ont tort, selon vous? Alors, il y a deux choses différentes. Je pense qu'il y a le jugement qu'on peut avoir sur les services publics, et effectivement, on doit tous les améliorer sans aucune espèce de doute, surtout que les impôts des Français sont importants, parmi les plus importants des pays occidentaux. Donc, il est certain... Les plus importants. Il est certain que... Oui, il y a un service aussi plus important, parce que c'est pas vous que je vais apprendre que c'est l'impôt social aussi Est-il à la hauteur de ce qui est important. C'est une vraie question. Oui, mais ce que vous n'avez pas montré dans le graphique pour ceux qui ont la télévision et qui nous regardent, c'est que la sécurité sociale, par exemple, est majoritairement acceptée, bien sûr, et aidée et aimée par les Français. Quand on paye des impôts, c'est aussi pour avoir une bonne sécurité sociale. Mais on peut regarder effectivement des axes d'amélioration. On peut aussi se dire qu'on vit dans un pays qui aide un certain nombre de nos concitoyens à vivre mieux qu'ailleurs en Europe ou qu'ailleurs dans le monde. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas largement améliorer les choses. La question plus large que vous évoquez sur le déclin, c'est une question finalement qui revient à chaque fois. Moi, j'ai retrouvé, chacun la connaît, une phrase du général de Gaulle en 1960 qui disait on peut tout à fait regretter la douceur des lampes à huile, le charme du temps des équipages, mais il faut regarder la réalité. Donc ce qui est intéressant quand on fait de la politique, c'est d'améliorer la vie selon la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que les Français ont les services publics qu'il faut pour pouvoir vivre heureux dans notre pays? La réponse n'est pas tout à fait satisfaisante et il faut donc tous les jours que nous mettons à l'ouvrage pour améliorer, pour ce qui me concerne la sécurité, et pour d'autres ministres, leur champ de compétences. Mais justement, est-ce qu'il y a une communauté de diagnostic au gouvernement? Je m'explique, vous avez osé parler d'ensauvagement. Olivier Véran, à ce micro, refuse d'utiliser ce terme, le considère excessif. Je dirais lequel des deux diagnostics est celui du gouvernement autour de cette question centrale? Il se trouve que je suis le ministre de l'Intérieur, donc je me permets de parler des sujets qui sont ceux de mon ministère. Moi, je constate une violence très forte dans notre pays. Je n'ai pas peur d'utiliser le mot d'ensauvagement. Ça ne veut pas dire que nous avons plus forcément d'homicides, de meurtres depuis 15 ans. On s'aperçoit que c'est à peu près 900 homicides par an hors attentat. En fait, on peut se dire, oui, bon, il y a toujours eu 900 homicides grosso modo par an, mais moi je constate tous les jours que la violence de ces meurtres est de plus en plus violente, pardon de cette expression tautologique, l'utilisation des armes blanches, la façon dont pour un rien les gens désormais passent à la violence, les crimes que nous connaissons, il y a toujours eu des crimes horribles, je constate qu'ils sont de plus en plus horribles. Donc moi je ne peux pas ne pas voir la réalité. La question, pourquoi vos collègues ne le font pas? Ils sont quand même aux manettes du pays. Vous interrogerez mes collègues. Moi j'ai été maire d'une commune.
Et je crois que les maires, d'abord, ils ont une vision un peu différente de la société parce qu'ils ont été à la fois au bonheur et au malheur de leurs concitoyens. En plus, j'étais maire d'une ville populaire, Tourcoing. Je connais les difficultés de l'intégration, les difficultés du mal logement, les gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, les pères et mères de famille qui viennent demander de pouvoir ne pas payer la cantine parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois alors qu'ils travaillent. Je connais toutes ces difficultés, si je veux dire, de façon charnelle. Et je sais surtout que les Français populaires, les Français, les classes moyennes, les Français, pour faire très vite, ceux qui n'habitent pas dans les métropoles ou dans le centre de Paris, ils n'aiment pas une chose, c'est que leurs dirigeants ne disent pas les mots sur la réalité. Je pense que ça, c'est très important. Si vous allez chez le médecin et qu'il ne met même pas un mot sur votre maladie ou sur ce que vous ressentez, vous allez dire, c'est quand même un drôle de médecin. Comment peut-il me soigner puisqu'il ne sait même pas de quoi je suis malade? Ben moi, je pense qu'il faut nommer les choses, quitte effectivement à déplaire à certains, pour avoir des solutions pour pouvoir résoudre les difficultés auxquelles les Français sont confrontés. Donc oui, il faut mettre davantage de fermeté, il faut davantage de réalité face à ce que vivent les Français et ne pas regarder les choses du 7e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a une accélération? Parce que la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une accélération dans l'ensauvagement ou est-ce que depuis un bon moment, c'était la réalité et là, on ose simplement la nommer aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une accélération actuelle? Mais je prends l'exemple des violences conjugales. C'est une question très intéressante que vous posez. Est-ce que désormais nous révélons des choses qui ont toujours existé et grâce à la libération de la parole, grâce au fait que nous puissions désormais comprendre lorsqu'une femme vient dire qu'elle a été violentée, même psychologiquement, que les policiers prennent leur plainte désormais. Est-ce que ça, c'est la révélation de ce qui a été caché depuis la fondation du monde, pour reprendre un auteur que vous aimez bien, ou est-ce que la violence est de plus en plus forte dans notre société et qu'elle touche en premier les femmes, les enfants, les personnes entre les deux? Moi, je crois que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je crois qu'il y a évidemment des choses qui sont révélées par l'actualité, par les médias qui sont plus présents, et je pense que c'est une bonne chose, par aussi la société qui accepte de moins en moins ce genre évidemment de comportement déviant et tout à fait condamnable. Et puis par ailleurs, toutes les sociétés occidentales sont touchées par la violence. J'ai regardé Le Figaro hier, je voyais une double page sur Chicago qui redevenait une ville extrêmement dangereuse. Et je constate, moi, que toutes les sociétés occidentales, pour plein de raisons, parce qu'elles sont un peu en déclin démographique, parce qu'on voit que l'avenir du monde est en Asie, parce qu'on se demande comment on va rentrer dans ce monde alors qu'on est de moins en moins le phare du monde, justement. Parce qu'on culturelles, en fait. Voilà, pour des raisons culturelles. C'est pas que des raisons culturelles, mais aussi pour des raisons culturelles. Toutes les sociétés occidentales sont confrontées à cette violence. La question, c'est quelle réponse on apporte Justement, à cette violence pour pouvoir la contrecarrer. Des violences conjugales. Prenons un autre exemple pour répondre à la question de Mathieu Bock-Côté sur le lien éventuel qu'il y aurait entre délinquance et immigration. Est-ce que vous estimez qu'on était dans le déni et qu'aujourd'hui, finalement, à l'épreuve des chiffres que vous avez vous-même cités, une surreprésentation de la délinquance étrangère dans les métropoles, eh bien, on admet ce lien. Est-ce que sur cela, il y a eu un déplacement du curseur? Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie dans la réalité. Il faut d'abord décrire la réalité, après on peut avoir des interprétations de cette réalité. C'est un fait que les étrangers en France représentent à peu près 7% de notre population. Et ils représentent à peu près 19% des actes de délinquance de personnes mises en cause. Pas de personnes condamnées, mais de personnes mises en cause. Alors après, vous pouvez faire des interprétations avec ces chiffres. Il est vrai aussi que les personnes étrangères en France sont en moyenne plus pauvres que les personnes qui sont installées et qui sont français, en moyenne. Voilà. Donc on peut aussi se dire qu'il y a un lien entre pauvreté et délinquance. C'est-à-dire pas tout à fait faux que lorsque vous n'avez rien pour vivre, vous commettez des cambriolages. Ça peut arriver. Certains vous rétorqueront qu'en zone rurale et dans des milieux très pauvres, il n'y a pas ce lien avec la délinquance. Non, mais attendez, je dis c'est plusieurs réalités. On peut, avec une même réalité, avoir des explications différentes. Moi, j'ai la mienne, j'essaie de la porter. Quelle est la vôtre? Voilà. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il serait absurde de nier cette réalité. Et à Paris, on a eu l'occasion de le dire, le président de la République lui-même l'a dit, 50% des actes de délinquance sont en effet commis par des étrangers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers. C'est le cas à Nantes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Lyon. Donc, notre travail à nous, c'est de comprendre cette réalité que vivent les Français. Ils n'ont pas besoin de statistiques du ministre de l'Intérieur pour le voir, ils le voient tous les jours. Bon. Pour essayer d'appliquer une réponse républicaine. Quand j'ai été maire, je peux vous assurer que lorsqu'il y avait des actes de délinquance qui étaient commis par des personnes et que ces personnes étaient étrangères, les étrangers qui, eux, ne posaient aucune espèce de problème à la République, qui élevaient leurs enfants, qui courageusement allaient travailler, me disaient « Monsieur le maire, faites quelque chose, soyez ferme, parce que leur comportement de délinquant rejaillit sur nous. Et s'il y a du racisme, nous, on subit le racisme, alors que nous, on se comporte bien,
On respecte la République, on veut parler sa langue, on est très heureux d'être ici, on est courageux, on travaille, on paye nos impôts, mais vous n'êtes pas assez Je veux dire ferme. que ce sont les classes populaires elles-mêmes, parfois issues de l'immigration, qui demandent au maire ou au ministre de l'Intérieur d'agir sur Mais ces populations étrangères. c'est une évidence. D'ailleurs, vous rejoignez le diagnostic, par exemple, du géographe Christophe Guilluy, qui dit arrêtons de stigmatiser ces classes populaires qui sont en demande de sécurité et parfois disent nous Mais sommes. M. Gulli a parfaitement raison, et c'est parce que la gauche l'a oublié qu'elle est désormais dans les tréfonds de l'histoire. C'est parce que parler de sécurité, et il y a eu de grandes figures de gauche qui l'ont porté, à commencer par Clémenceau, bien évidemment, mais jusqu'à Manuel Valls, ou Bernard Cazeneuve, parler de sécurité, c'est protéger les classes populaires. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est le premier des ministères sociaux, je pense, moi, du gouvernement. Là, vous nous faites en même temps. Là. Non, mais moi moi je suis issu d'une classe populaire. Je suis issu d'une classe populaire, donc non, mais la fermeté va avec la solidarité sociale. Quand vous êtes riche, vous avez les moyens de ne plus vivre dans des quartiers populaires, de plus mettre vos enfants dans les écoles des quartiers populaires, de mettre vos propres caméras de vidéoprotection, parfois même d'avoir votre propre société de protection. Mais, est-ce qu'il y a encore un quartier qui est sanctuarisé? Est-ce qu'il y a une ville qui est encore épargnée? Nous parlions de Nantes il y a quelques semaines et encore il y a quelques jours, ville autrefois un peu tranquille. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, en fonction de son revenu, qu'on est tranquille en France? Il y a des quartiers populaires où les gens les plus pauvres ou les travailleurs les plus pauvres habitent, subissent plus la difficulté de la sécurité que les personnes riches. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes riches qui ne se font pas cambrioler ou attaquer, mais je peux assurer que chacun ici le sait très bien, que c'est dans les quartiers populaires où on a le plus besoin de protection, on a plus besoin de la police, où on a le plus besoin de caméras de vidéoprotection, on a plus besoin de fermeté. C'est une évidence. Et en le disant... je pense qu'on réconcilie, pardon de le dire comme ça, les classes sociales, on réconcilie les Français. Et on réconcilie les Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion et quel que soit leur passé sur le territoire national. Moi, je veux dire que pour résoudre ces problèmes extrêmement importants, les Français, à coup sûr, ont envie qu'on les résolve de manière très ferme, et ils ont raison, et ils me trouveront à leur côté. Il faut à la fois décrire des réalités, avoir des solutions républicaines, et considérer que c'est une grande politique sociale que d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, si ce n'est pas les gouvernements dits républicains, ce sera d'autres qui vont le faire. Et dans des solutions qui seront... Vous voulez dire quoi? Élus, je suppose. Oui. Gens qui se font justice eux-mêmes, c'est à ça que exactement, les gens qui se font justice eux-mêmes. Et personne ne peut accepter qu'on se fasse justice soi-même. Ce serait une régression extrêmement forte. Mais si l'autorité de l'État... n'est pas au rendez-vous, il ne faudra pas s'étonner de cela. Eh bien, on va la décliner très concrètement avec votre projet sur l'immigration, votre vision également à long terme sur un sujet qui est devenu évidemment essentiel. Une courte pause et on se retrouve à la fois sur Europe. Avec notre invité ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, votre projet occupe évidemment tous les débats. Votre projet sur l'immigration, une question de Mathieu Bock-Côté. Oui, qui occupe tous les débats et vous en avez beaucoup parlé dans la dimension économique en disant que l'immigration pourrait soulager notamment la question des métiers sous tension. Mais que répondez-vous à une partie des Français qui mettent en avant l'aspect culturel et qui s'inquiètent des défauts d'assimilation et d'intégration des populations, non seulement qui arriveront, mais aussi qui sont déjà installées? D'abord, il faut répondre à des inquiétudes, vous avez parfaitement raison, et la question de l'immigration est une question à la fois extrêmement importante pour l'actualité politique, mais pour notre nation et pour les gens qui soit subissent une immigration non contrôlée, soit arrivent sur notre territoire national. Et j'oublie jamais que derrière le mot immigration, il y a des personnes. C'est pas comme lorsque vous parlez d'économie ou parfois vous parlez de marchandises ou de prix. Là, nous parlons de gens en chair et en os. Donc c'est toujours très difficile comme débat. Et moi, je pense que pour réussir une bonne politique migratoire, il faut deux choses. Il faut quelqu'un qui ait la volonté de venir en France en s'intégrant à la République française, en parlant sa langue, en respectant ses règles, en respectant sa culture et ses valeurs. Et il faut que le pays qui vous accueille ait assez de capacité, justement, d'intégration, et certains diraient même d'assimilation. Une politique du logement, une politique du travail et de l'emploi, une politique éducative, bref, il faut les deux. Donc c'est ça le projet de loi que nous portons à la demande du président de la République. C'est à la fois des exigences vis-à-vis de ceux qui viennent. Par exemple, ils devront passer un examen de français pour pouvoir avoir un titre de séjour en France. Et ça, je pense que c'est une révolution qu'on ne mesure pas encore dans la proposition que nous faisons. C'est une forte volonté de démontrer l'intégration de la personne. Une révolution pour ceux qui aspirent à ces métiers en tension. Sinon, ça a toujours existé. Alors non, ça n'a pas toujours existé. Écoutez, j'en suis un exemple, je l'ai passé, donc ça a existé. Pour devenir français, mais pas pour avoir un titre de séjour. Non, c'est une révolution même très pour différent. Régulariser. Mais c'est très différent. Non, pas pour régulariser, pour avoir un titre de séjour en France, que ce soit les personnes qui sont déjà sur notre sol, ou que ce soit les gens qui viendront demain, lorsque vous allez vouloir avoir un titre de séjour de plusieurs années pour rester en France,
Aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est prendre des cours. Demain, ce qui sera obligatoire, ce sera de réussir l'examen. Vous voyez une révolution? Bien sûr, parce que lorsque vous ne réussirez pas cet examen de français, vous n'aurez pas votre titre de séjour. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça a marché d'ailleurs pour les naturalisations, parce que je rappelle que le gouvernement du président de la République, Emmanuel Macron, a naturalisé, c'est-à-dire a rendu français 22% de moins que les gouvernements précédents, parce qu'on a justement mis des entretiens dits d'assimilation et des examens de français. Ça, c'est, dans le projet de loi, l'exigence qu'on attend des gens qui viennent. Et puis après, il y a le constat qu'on doit faire tous ensemble, mais les consultations ne font que commencer. Quelle est aujourd'hui notre capacité d'intégration de ces personnes? Notre capacité de logement, notre capacité de leur offrir un travail. Il y a on le sait tous, il faut arrêter l'hypocrisie aussi. Des boulots qui ne sont faits que par des gens qui sont issus de l'immigration. C'est un fait premier, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. C'est tout à fait faux. Alors ils ne vont jamais au restaurant, ils ne vont vivre dans aucun immeuble construit par aucun étranger, ils ne vont pas à la messe avec un curé qui serait étranger. Ils disent qu'on a éloigné toutes ces classes moyennes et populaires françaises des métropoles et qui ne peuvent plus donc avoir accès à ces métiers-là. Et vous pensez que les personnes issues de l'immigration habitent à Saint-Germain-des-Prés? Je ne sais pas, en matière irrégulière, je ne sais pas où ils habitent. Non, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Il est évident qu'une partie des métiers sont, et les restaurateurs le disent, les gens du BTP le disent, des agriculteurs le disent, utilisent une main-d'œuvre étrangère. La question, c'est quelles sont les réformes économiques en France qu'on doit faire pour pouvoir prendre des personnes soit françaises, pas se résigner dans soit étrangères en situation irrégulière. Mais vous constaterez que le gouvernement est très cohérent, puisque Olivier Dussopt porte en ce moment la réforme de l'assurance chômage. Et qui d'ailleurs a été adopté, c'est une extrêmement bonne chose. La deuxième question, c'est quels métiers sont en tension? Pour combien de temps il faut qu'ils soient en tension? Combien de personnes doit-on accepter, par exemple? Et donc, vous avez à la fois un débat interne à la France. Quelles sont nos capacités d'intégration de ces personnes? En mettant, pourquoi pas, des limites. Moi, j'ai dit d'ailleurs aux Républicains qui évoquaient le fait que cette question était intéressante, mais qu'il fallait faire attention aux appels d'air. J'ai entendu M. Stéphanie, d'ailleurs, sur votre plateau. M. Stéphanie, c'était le concepteur de la campagne de François Fillon. C'est quand même pas quelqu'un qui soutient le gouvernement a priori. Je lui dis chiche. Mettons un plafond, pourquoi pas, sur les titres de séjour en tension pour montrer qu'il n'y a pas d'appel d'air. Mais ça n'a rien à voir avec la régularisation. Et la liste de ces métiers en tension dont vous parlez, elle est assez restrictive aujourd'hui. Par exemple, la restauration n'en fait pas partie. Alors, vous allez inclure quoi dans ces métiers? Vous avez parfaitement raison. Il s'agit du domaine d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, avec lequel nous travaillons de concert. Il s'agirait, puisque c'est sa proposition, à la fois de pouvoir mettre à jour la liste des métiers en tension, en retirer lorsque les métiers ne sont plus en tension. Donc, inclure la restauration. Ou en remettre. Il appartient au ministre du Travail de faire son travail avec les partenaires sociaux. Je ne vais pas manger sur ses plates-bandes, bien évidemment. Et de pourquoi pas, puisque ce sera un débat parlementaire chaque année, c'est intéressant quand même comme question, de pouvoir y mettre un certain nombre de limites de nombre d'années de présence sur le territoire national. Et on a entendu beaucoup de choses inexactes depuis plusieurs jours. On me dit, oui, mais ça va faire le groupement familial. Mais c'est tout à fait faux. Notre droit dit qu'on ne peut pas faire de regroupement familial avant 18 mois. Le titre de séjour que nous proposons, c'est 1 an. Donc il n'y a pas de regroupement familial sur cette question. Après, il y aura un débat politique, social, puis un débat parlementaire, et les parlementaires voteront ce qu'ils sont. Gérald Darmanin, on a commencé cette émission avec le sondage sur les services publics. Ce n'est pas un sentiment des Français, c'est une réalité. Pour certains services publics, ça ne marche pas. Et là, vous nous dites, eh bien, on va intégrer ou assimiler. Et d'ailleurs, je vous demanderai qu'est-ce que vous choisissez entre intégration et assimilation. Ça dit beaucoup de votre manière d'appréhender ce sujet. Vous dites, on va y arriver dans les domaines du logement, etc., ceux qui sont vus par les Français comme étant en grande difficulté. Comment vous allez trouver des solutions à toutes ces personnes qui vont peut-être vouloir s'intégrer? Il faut les encourager, alors que nos services publics sont fatigués, que les Français n'y croient plus, en tous les cas, estiment que c'est en déclin. Comment vous allez faire? Ou avoir une baguette magique? Non, mais d'abord, la France, c'est pas une couleur, c'est des valeurs. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est pas est-ce qu'on a, j'entends des débats sur est-ce que c'est une chance, pas une chance, est-ce que les gens qui viennent en France respectent les règles de la République, ont envie d'élever leurs enfants dans les règles de la République, apprennent notre belle langue, aiment notre drapeau, respectent nos règles. Si c'est le cas, ils sont les bienvenus. Voilà. Je pense que sur ce plateau, pardon de vous le dire, on est 3 concernés. Je ne sais pas pour Nicolas Barré, mais il me semble, Madame Mabrouk, que vous êtes comme moi, issue en partie d'immigration, et c'est une fierté, je pense, pour une partie de notre famille. Et il me semble,
cher ami, que vous n'êtes pas français. Et c'est en soi pas négatif. Au contraire, la France se réjouit d'avoir des beaux esprits comme les vôtres sur notre sol. Donc l'immigration en soi, si on appliquait le fait qu'on ne devait en avoir aucune, il y aurait que M. Barret tout seul sur ce plateau. Avouez que ce serait un peu dommage pour Europe 1 et pour CNews. Cependant, évidemment, ce que nous demandons à chacune et à chacun, c'est de respecter les règles de la République. Ceux qui ne respectent pas les règles de la République, en revanche, on doit être beaucoup plus ferme contre eux. C'est-à-dire l'équilibre de ce projet de loi, c'est à la fois intégrer ceux qui méritent de l'être, comme la France a toujours fait depuis qu'elle existe. Pardon de citer des auteurs très à droite, je sais que ça ne choquera pas tout le monde ici, mais Bainville disait déjà que la France était un creuset. Donc l'intégration n'est pas en panne. Donc Attendez, je n'ai pas. Donc on peut continuer sur ce chemin-là. Je viens justement de vous dire que nous mettons des exigences supplémentaires pour pouvoir intégrer. Mais Bruno Retailleau dit que votre projet revient à une régularisation massive des sans-papiers. Et à diluer l'identité de la France. Oui, enfin, M. Retailleau est en campagne et il demande qui de lui-même ou de M. Ciotti sera le plus radical. Sur le fond, il tient mais M. Retailleau devrait apprendre, si je peux me permettre, l'histoire de la droite française. L'histoire de la droite française, c'est celle des régularisations. Sous Giscard d'Estaing, je l'ai bien noté, 40 000 régularisations. Sous Robert Pandreau et Charles Pasqua, on ne parle pas des gens les plus modérés qu'a connus le RPR, 15 000 personnes. Sous Nicolas Sarkozy, 7 000 personnes. Nous ne proposons pas de régularisation, c'est tout le contraire. Donc moi, j'invite le président du groupe LR au Sénat à discuter de ce sujet, de s'inspirer du président Buffet, LR, du Sénat, qui a dit que c'était une bonne proposition, qui méritait d'être travaillée. C'est d'ailleurs même des propositions en partie de son rapport sénatorial. De M. Stefanini, dont M. Retailleau a été, je crois, un des fervents supporters lorsqu'il a sorti son livre sur l'immigration. Il a été directeur de campagne de Mme Pécresse et de M. Fillon. Il a dit « La proposition du gouvernement est une bonne proposition. Attention, il y a un certain nombre de choses à modifier. » Et nous disons au LR « Chiche, modifions un certain nombre de choses si vous le souhaitez. » Mais de grâce, bon, peut-être que la campagne LR excite tout le monde, mais à la fin de cette campagne, j'espère qu'on aura l'occasion de parler de façon simple, rationnelle, évidente, pour dire que ceux qui veulent s'intégrer doivent s'intégrer et on doit exiger plus d'eux. On doit parfois limiter une certaine forme d'immigration. Le président de la République l'a dit devant les Français. Il a dit on a peut-être trop accueilli. Voilà, donc tirons-en les conséquences. C'est toujours ce mot. Enfin, tirons-en les conséquences, mais ça dépend lesquelles. Ça dépend de quelles personnes. Et vous allez faire quoi? Regardez, l'immigration. Le problème de l'immigration en France, c'est que c'est une immigration majoritairement familiale. Et nous avons malheureusement peu d'immigration de travail. Voilà. Et l'Allemagne a beaucoup plus d'immigration de travail que nous. Le Canada vient d'annoncer 550 000 immigrés de plus pour travailler. Donc il faut savoir ce que nous souhaitons. Est-ce que nous souhaitons davantage d'immigration de travail que d'immigration familiale? Donc ça fait partie des propositions du projet de loi que nous proposons. Qu'est-ce qu'on exige des étrangers qui viennent sur notre sol? Comment on peut se séparer des étrangers qui ne respectent pas nos règles? Et avec le monde économique et le monde social, quel type de métiers peuvent être ceux qui permettent un titre de séjour? C'est un débat, mais vous avez fait souvent référence à la maîtrise de la langue française, en disant que ça sera désormais obligatoire. Mais il y a un présupposé dans votre propos, c'est que si ce n'est pas obligatoire en ce moment, c'est qu'il est possible de vivre en France sans parler français en ce moment. Est-ce que ce n'est pas le signe le plus manifeste de l'échec de l'intégration et de l'assimilation, qu'en France, on puisse aujourd'hui, dans certains milieux, vivre, travailler, gagner sa vie sans parler français? Ah oui, c'est un grand échec. Bien sûr que c'est un grand échec. 25% à peu près des étrangers qui sont réguliers sur notre sol parlent extrêmement mal français. Mais même pour eux, c'est un grand échec. Comment voulez-vous vivre et vous intégrer dans un pays lorsque vous ne comprenez pas ce que dit le professeur à l'école pour vos enfants? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des contre-sociétés qui se sont déjà constituées où la France n'est plus la référence? C'est pour ça que nous luttons très fortement. Il y a aussi des gens qui... c'est difficile à apprendre le français, avouons-le. Si nous venions de l'autre côté de l'Asie ou de l'autre côté de l'Afrique, c'est pas une langue extrêmement facile. Donc la question qu'on doit se poser aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour... aider ces personnes à vouloir s'intégrer. Il y a ceux qui ne veulent pas s'intégrer. On doit se séparer d'eux. Je vous rappelle que ce projet de loi, c'est aussi lever toutes les protections contre les étrangers qui commettent des actes de délinquance, par exemple, et qui relèvent des contre-sociétés que vous évoquez. Donc là, c'est extrêmement ferme. Personne n'a jamais fait ça. Voilà. Et le deuxième point, c'est comment on aide ces personnes à vouloir vraiment s'intégrer. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, les cours de français obligatoires sont obligatoires quand vous travaillez en tant qu'étranger. Mais souvent, ces horaires de français sont pendant que vous travaillez. Quand vous êtes une femme de ménage et que vous faites 1 heure de RER pour venir nettoyer les bureaux d'un site à Paris, et que votre patron vous impose, et c'est normal parfois, malheureusement, parfois c'est pas normal, des horaires extrêmement éclatés, extrêmement difficiles. Vous travaillez la nuit. Et que vos cours de français sont le matin ou l'après-midi, le jour où vous dormez, puisque vous travaillez la nuit, avouez que c'est pas facile pour cette personne
de réussir cet examen. Donc la discussion qu'on doit avoir aussi avec le patronat, on va recevoir bientôt M. Roux de Bézieux et on va essayer de travailler avec lui sur ces questions. Et puis d'autres, évidemment, le patronat, c'est quels sont comme le patronat veut un peu plus de main-d'œuvre étrangère, quels sont les moyens qu'ils donnent eux pour pouvoir mieux intégrer aussi les personnes qui veulent sur notre sol. Est-ce que les cours de français peuvent se faire pendant les horaires de travail, par exemple, pour une partie d'entre eux? C'est une question extrêmement intéressante. Dans ma région, on a inventé, dans le Nord, le 1% au logement. C'est-à-dire comment les patrons, vous voyez que les ouvriers travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, avaient du mal à se loger, et donc du coup, ont inventé quelque chose d'extrêmement positif, c'est comment on arrive à loger nos salariés. Voilà. Alors, la question se pose peut-être de comment les patrons qui veulent une main-d'œuvre étrangère logent les personnes, ou en tout cas contribuent à leur logement. En tout cas, c'est une discussion sociale extrêmement importante. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Aujourd'hui, ça ne marche pas bien. Et aujourd'hui, en effet, parce que ça ne marche pas bien et parce qu'on n'est pas ferme et parce qu'on ne regarde pas la réalité, on a parfois un certain nombre de personnes qui sont en dehors de la République. Vous allez discuter avec les patrons, vous allez aussi ouvrir le débat sur l'immigration avec toutes les composantes politiques, notamment la droite, vous en avez parlé, le Rassemblement national aussi, avec un nouveau patron. Désormais, vous allez nous dire votre vision de ce changement politique. Une courte pause et on se retrouve. Et ce dimanche, notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous avons parlé de votre vision de la société, de votre projet sur l'immigration. Tout cela au moment où l'actualité politique, en tout cas le paysage politique évolue, avec un nouveau patron du Rassemblement national à seulement 27 ans. Écoutons hier Jordan Bardella. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine à l'issue de leur peine de prison. Les allocations familiales seront réservées aux Français, parce que notre pays n'a pas vocation à être l'hôtel du monde. Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées, parce que le peuple sera rétabli dans ses droits et dans son intégrité. Avec nous, les Français décideront enfin par eux-mêmes de leur politique d'immigration, parce que dès notre arrivée au pouvoir, nous leur rendrons le pouvoir par l'organisation d'un référendum. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront systématiquement expulsés dans leur pays d'origine. Pour une partie des Français, non négligeable, la vraie fermeté, c'est celle-ci, Gérald Darmanin. Bon, c'est une fermeté en peau de lapin, parce qu'on sait tous que le Rassemblement national n'a aucune envie de résoudre profondément les problèmes, parce que s'il n'y avait plus de problèmes, il n'y aurait plus de Front national. C'est une phrase que vous répétez souvent, mais... Oui, parce qu'elle est vraie. Je connais rarement des gens qui vivent heureux, qui n'ont aucun problème de sécurité, qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, qui se sentent extrêmement bien. S'il n'y avait plus de problème, il n'y aurait plus de politique. Hein. Vous-même, vous avez dit qu'au début de cette émission, vous êtes là pour résoudre les problèmes. C'est pas tout à fait faux, mais la vérité, c'est que le Front national espère ces problèmes, parce que c'est bien en évoquant des problèmes qu'il essaye de pouvoir récupérer parfois une légitime colère. Parfois, on peut se poser un certain nombre de questions et grandir le nombre de voix qui votent pour lui. Moi, je respecte profondément les gens qui votent Front National, Rassemblement National. Encore une fois, sur mon propre terrain, j'en ai connu beaucoup. Et lorsqu'on leur apporte à ces personnes, d'abord, le fait qu'on regarde la réalité en face et qu'on leur explique que les solutions simplistes qu'évoque M. Bardella maintenant, comme si le Yaka Faucon réussirait de son estrade, et qu'on montre que c'est parfois un peu plus complexe, mais qu'on va y arriver parce qu'on est sincère, les gens votent moins Front National. La réalité en face, c'est qu'ils sont quand même passés de 5 à 89 députés. Et bien sûr qu'il y a une difficulté très forte dans d'autres pays. Avec vous au pouvoir. Je prends un exemple très précis. Moi, encore une fois, il y a plein d'élus qui pourraient dire la même chose finalement. Mais quand vous montrez que vous êtes sincère, que vous avez de l'énergie pour regarder les choses en face, le Front National n'existe plus ou a beaucoup diminué sur les territoires dans lesquels nous nous sommes présentés. Quand je suis arrivé à Tourcoing en tant que candidat, si j'ose dire, voilà, le Front National faisait jusqu'à 30% des voix. Dernières élections législatives, il n'était même pas au second tour. La dernière élection municipale, il n'a même pas fait... Marine Le Pen est à un niveau, jamais elle n'a été aussi élevée. Et vous avez vu les projections, si les Français avaient voté aujourd'hui. Dans quel pays vivez-vous pour avoir ces chiffres? Je vis dans le même pays que le vôtre, et je pense même que je suis avec une Marine Le Pen aussi haute. Je suis en contact avec une population de là où je suis, où j'habite, qui connaît ces difficultés. Qui est peut-être le monopole de la vraie France, mais elle parle aussi à Marine Le Pen. C'est vous qui distinguez les Français, madame, selon... C'est vous qui dites que vous venez d'une région que vous connaissez les Français. Je vis dans le même pays que le vôtre. Et je n'accepte aucune leçon de morale d'aucun journaliste. Pas question, c'était juste pour vous dire, est-ce que Marine Le Pen parle à cette France-là? C'est pas moi qu'il faut faire ce sont des chiffres et des sondages. Maintenant, si vous souhaitez que je puisse vous répondre, vous allez voir, je vais essayer d'avoir une pensée derrière ce que je souhaitais vous dire. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que j'ai bien conscience que le Rassemblement national augmente. Depuis que j'ai l'âge de voter, je vote contre le Rassemblement national. J'ai voté
pour la première fois contre Jean-Marie Le Pen, comme, si j'ose dire, une grande partie de ma génération en 2002. Et je constate qu'au bout de 20 ans de vie politique, le Rassemblement national, à l'exception de Nicolas Sarkozy en 2007, n'a cessé d'augmenter. Et donc, effectivement, c'est pour ça aussi qu'on fait de la politique. C'est pour ça que j'essaye de mettre de l'énergie et de la sincérité, j'espère que ça se voit, au ministère de l'Intérieur, parce que c'est un des ministères qui peut répondre, évidemment, à la vocation malheureuse d'une partie des Français d'aller voter pour le Rassemblement national. Maintenant, je reste persuadé que les Français, c'est un peuple qui, profondément, n'est pas raciste, profondément se dit que ce n'est pas vers des aventures très originales comme celle de Madame Le Pen qu'ils trouveront leur avenir, mais ils montent le son. Moi, je crois que c'est ce qu'ils essayent de nous dire. Ils montent le son pour dire vous ne vous occupez pas assez parfois de sécurité ou d'immigration, ou vous ne vous occupez pas assez de la répartition des richesses. Parce qu'il ne faut pas non plus voir dans le Front National qu'une question de réponse régalienne. Il y a aussi, je crois, chez les électeurs du Front National, des gens qui n'arrivent plus à vivre du fruit de leur travail. Vous pensez que ce nouveau patron va pouvoir impulser une autre... Alors, je ne vous demande pas de faire, l'analyse interne pour le Rassemblement national, mais quelle image, selon vous, à Jordan Bardella, et quelle impulsion peut-il donner à ce premier parti d'opposition aujourd'hui ? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler avant que M. Bardella n'ait exercé ses fonctions, mais je constate qu'à peine élu, il y a quand même de gros nuages sombres sur sa tête. D'abord, celle du comportement inacceptable des députés du Rassemblement national dans l'hémicycle, qui, pour le coup, le Rassemblement national a oublié que la France n'était pas une couleur, mais plutôt des valeurs. Et si j'ose dire, cet incident est très démonstrateur de ce qu'est resté le Rassemblement national, c'est un parti au relent xénophobe. Et surtout, depuis hier, je constate qu'un certain nombre de personnes du Front national elles-mêmes, je pense à M. Briouat, qui évoque que la ligne identitaire a gagné, que la ligne très à droite a gagné, et qu'on oublie la question sociale. Moi, d'ailleurs, vous savez... Maintenant, vous donnez crédit à M. Briouat. Non, mais je constate qu'il le dit. Permettez-moi de le dire, vous ne l'avez pas évoqué, qu'à peine élu, M. Bardella est déjà contesté. Moi, la vérité, c'est que nous pouvons lutter contre les idées du Rassemblement national en espérant dire à leurs électeurs de revenir dans le bercail, si j'ose dire, des partis politiques de gouvernement, en leur expliquant qu'on connaît leurs difficultés sur les questions de sécurité et d'immigration, bien sûr. Mais je crois que l'essentiel des politiques publiques, c'est une question qui relève des questions économiques essentielles. Moi, j'ai toujours pensé ça, parce que je pense que la répartition des richesses, c'est une question extrêmement importante. Et qu'en effet, il y a des employés, il y a des femmes seules qui travaillent, il y a des ouvriers, il y a des petits cadres qui ne s'en sortent plus du fruit de leur travail. Et à qui vous parlez, selon vous? Parce que pour l'instant, une partie, en tous les cas, de cette France-là, et ça, c'est une réalité, vote Marine Le Pen, et pas forcément pour des passions tristes, comme vous avez semblé tout à l'heure l'évoquer, monsieur le ministre. Non, mais bon, il y a une partie de passion triste, mais il n'y a pas qu'une partie de passion triste. Ne refaisons pas non plus l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a gagné. Bon, et par ailleurs, il y a une majorité, certes relative, et une majorité quand même, de députés de la majorité du président de la République. Ne faisons pas comme si nous ne regardions pas la réalité en face. En toute chose, il faut regarder la réalité. Voilà, le Rassemblement national a fait un score important, mais il n'a pas été majoritaire et il est dans l'opposition. Je veux vous redire que si les questions de sécurité ou d'immigration sont importantes pour cet électorat, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut évidemment pas rejeter par morale, je veux dire que la question sociale et économique est très importante. Là-dessus, vous vous démarquez d'autres membres du gouvernement, comme Bruno Le Maire? Non, je ne crois pas. J'ai lu ce matin Bruno Le Maire dans Le Parisien, qui évoquait lui-même qu'il fallait bien sûr mieux répartir la richesse. Et oui, mais vous avez parlé d'une conférence sur les salaires, lui, il n'en parle pas. Moi, je ne me suis jamais exprimé sur une conférence sur les salaires. J'ai dit qu'il fallait que les salaires augmentent en France. Je ne suis pas... La nuance, elle est ténue, là. Oui, non, parce que je ne suis pas pour la loi. Je ne suis pas pour dire à tout le monde d'augmenter les salaires. Bruno Le Maire a raison de dire que si on indexe sur l'inflation, ça va être pire que mieux. Mais en revanche, de dire au patronat français, pour ceux qui le peuvent, vous faites des profits, il y a beaucoup de bénéfices. Et c'est très bien. Moi, je suis pour que les entreprises fassent des profits, fassent des bénéfices. Mais il faut une répartition des richesses qui aille jusque chez l'ouvrier en bas de l'usine. Oui, c'est une réalité. Il y a des Français aujourd'hui qui ne s'en sortent que très difficilement pour pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et vous savez, le Français, l'ouvrier, l'employé, la femme seule qui nous écoute, qui bosse, qui fait parfois des heures sup, qui essaie d'élever ses enfants, encore une fois, dans les règles, et qui voit que d'un côté, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, peut-être de façon disproportionnée, et qu'elle ne voit pas que le fruit de son travail est récompensé. C'est pour ça que moi je suis pour la troisième voie gaulliste, de la participation, de l'augmentation des salaires, de l'actionnariat salarié, qui n'est pas qu'une prime, c'est très important la prime, mais qui est vraiment comment les patrons mettent le salarié, l'ouvrier au cœur de leurs actions. Et d'autre côté, des personnes qui ne travaillent pas
et dont il a le sentiment, mais il faut prendre ce sentiment avec réalité, puisque ça fait partie de la vie politique. Donc c'est tout à fait juste que lorsqu'il ne travaille pas, grosso modo, il s'en sort à peu près pareil que lui, évidemment, il a tendance, et c'est tout à fait logique, à s'énerver et à pas croire dans les politiques dites de gouvernement. Et si en plus on lui casse sa voiture ou que sa fille se fait agresser en bas de chez lui, il peut être tenté de voter Rassemblement national. On entend que la question sociale... Moi, je ne vais pas le blâmer, cet électeur. Pardon ? La question sociale est importante pour vous. Elle est essentielle. Oui, parce qu'on vous entend. Évidemment, c'est votre domaine de compétence sur les sujets liés à l'immigration, à la délinquance. Vous insistez aujourd'hui sur cette question-là. Pour vous, elles sont indissociables, évidemment. Il n'y a de querelle qui vaille que celle de l'homme, comme disait le général. Bien sûr que le patronat français, pour une partie, l'a compris, pour une partie, je crois, ne l'a pas compris, doit, me semble-t-il, mieux répartir les richesses, doit mettre le salarié, l'ouvrier au cœur de l'entreprise. C'est ce que Bruno Le Maire a essayé. Qui est le premier employeur en France ? Monsieur, mais c'est l'État. Et nous avons augmenté les salaires, puisque nous avons augmenté le point d'indice de façon très importante. Mais Bruno Le Maire, dans la loi Pacte qu'il a portée dans le quinquennat précédent, était une première marche extrêmement importante. Et il l'a redit d'ailleurs ce matin dans le Parisien. Il faut que le dividende salarié, comme le dit le président de la République, que la marche de l'ouvrier et de l'employé à l'entreprise soit justement récompensée. En France, on ne peut pas vivre avec 1 200, 1 300, 1 400, 1 500 euros par mois. Personne n'accepterait de vivre dans ces conditions-là lorsque on a malheureusement un constat de différence de richesse trop important. Et ça pousse les gens, je crois aussi, à aller vers les extrêmes. Vous avez utilisé le terme raciste pour parler du Rassemblement national. Les Français ne sont pas racistes, donc ne se tourneront pas vers le RN. Corrigez-moi, mais le député Grégoire de Fournas a dit « Je ne parlais pas de la couleur de peau du député, je parlais du bateau Parti d'Afrique qui devait y retourner. » Lorsqu'il dit « Je ne parlais pas du député, je parlais du bateau », donc vous ne le croyez pas, vous l'accusez de mentir ? Vous savez, dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche regarde une larve et on dit « Mais vous regardez la larve ?» Et maître, il dit « Non, je regarde le cerveau de la larve. » Oui. Donc on peut effectivement jouer sur les mots. Non, parce que l'Assemblée n'a pas condamné les propos du député. Ces explications alambiquées ne trompent personne. Monsieur de Fournas, j'ai retrouvé un de ses tweets, évoquait que lorsqu'il y avait un cimetière chrétien qui était vandalisé, il y avait un communiqué de presse, et lorsqu'il y avait un cimetière juif qui était vandalisé, on faisait venir la première ministre. Chercher l'erreur, disait-il. Bon. Voilà, j'ai entendu qu'une partie de la droite n'a pas entendu la même chose. Je crois qu'il y a un faisceau d'indices, les Républicains ont voté. Non, je fais la différence. Mais M. Bellamy ne fait pas partie de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire, on ne peut pas... son avis compte. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que on aurait tous cru, je crois, vous le premier, que Mme Le Pen aurait tiré les conclusions immédiates de ce qui s'est passé dans l'hémicycle et aurait elle-même tensé son parlementaire, voire l'aurait exclu pour montrer qu'en effet, elle n'était pas dans la filiation de son père et du Front National. Elle ne l'a pas fait. Elle a commis une erreur énorme, qui n'est pas simplement une erreur politique. Après des années d'essayer de montrer que le diable s'habille en Prada, mais le diable s'habille manifestement en Prada. Vous avez qualifié de molle, le même diable, monsieur le ministre. Il reste quand même le diable. Et malheureusement, je constate que désormais, il y a une solidarité de la part, alors un peu cachée désormais, du Rassemblement national avec ce parlementaire qui a tenu des propos ignominieux. Expliquez-moi simplement une chose. Quand l'Assemblée condamne, non pas les propos, vous avez vu la condamnation, non pas les propos, mais le trouble à l'ordre public causé par le député. Je n'étais pas au bureau de l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire, ce ne sont pas les propos qui sont condamnés. Qu'est-ce que vous en comprenez ? Ce que je vais vous dire, c'est qu'ils retournent au singulier et qu'ils retournent au pluriel en Afrique, s'agissant de femmes et d'enfants qui ont été sauvés de naufrage, dans le cas précis de ce bateau, et qui sont potentiellement à l'article de la mort lorsqu'ils attendent un port pour les accueillir. Lui, il dit avoir fait de la politique. Nous espérons... On vous rapporte simplement pour entendre votre argument, monsieur. Nous espérons qu'ils vont pouvoir être accueillis en Italie et la France prendra sa part. C'est ignominieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que je combats le Rassemblement national. Et c'est pour ça que ce n'est pas un parti comme les autres. Mais avouez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est profondément ignominieux. Et ce personnage aurait dû tout de suite s'excuser, il ne l'a même pas fait. Il a mis beaucoup de temps avant d'expliquer que peut-être on l'avait mal compris. Donc non, je crois que M. Bardella, Mme Le Pen, malheureusement, font partie d'un parti qui n'est pas... comme les autres, voilà, c'est un fait. Donc elle n'est plus molle, pardonnez-moi de reprendre votre expression. Mais Mme Le Pen a essayé pendant quelques années, quelques mois, de se dédiaboliser et de pouvoir essayer de parler plus de social que d'identitaire. Elle se fait rattraper au grand galop. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que c'est ce qui a permis à M. Zemmour d'être candidat et de faire un score
important pour quelqu'un qui ne faisait pas de politique auparavant. On le sait tous. Voilà. Et donc la stratégie de Mme Le Pen d'essayer de se modérer s'est fracassée vendredi sur la personnalité de ce parlementaire. Je vais vous dire quelque chose. Combien y a-t-il d'autres Monsieur de Fournas parmi les 80 parlementaires RN? Je pense que dans les semaines et les mois qui viendront, nous le constaterons. On va rester à l'Assemblée nationale pour la dernière partie de cette émission, Gérald Darmanin, puisqu'on va parler d'un projet qui, semble-t-il, est presque abouti, si on en croit le journal du dimanche. La dissolution, la question n'est plus comment, mais quand, tout simplement. Vous nous direz si c'est le cas. À tout de suite. Et dans le journal du dimanche ce matin, tout est prêt, Gérald Darmanin. Les éléments de langage, les arguments sont affûtés. Il y aurait même déjà un protocole avec un rétro-planning indiquant toutes les étapes de la dissolution. Alors notre question ce dimanche, c'est qu'est-ce qui pourrait encore empêcher Emmanuel Macron de dissoudre? D'abord, ce pouvoir, il appartient au président de la République seul. Donc il faut savoir rester à sa place et c'est à lui de s'exprimer. Et d'ailleurs, il s'est exprimé à la télévision et il a dit que ce n'était pas la seule arme qu'avait le président de la République en cas de blocage du pays. Pays au sens poétique et parlementaire du terme. Moi, je constate que, cependant, les travaux à l'Assemblée et au Sénat avancent. L'assurance chômage a été adoptée par Olivier Dussopt. Le texte sur l'énergie a été adopté au Sénat. Pourtant, la majorité ne nous y est pas favorable. Le texte sur la modernisation du ministère de l'Intérieur, on m'a dit jamais on arrivera à faire voter un texte à la sécurité, a été voté très largement au Sénat. Et a été voté la semaine dernière largement en commission. Arrive. Mais regardez, votre projet sur l'immigration dont on parlait tout à l'heure, la droite ne vous suit pas manifestement. Bruno Retailleau et d'autres l'ont dit. Donc dans ce cas-là, vous faites quoi? Mais nous verrons bien. Bloqué. 49.3 pour ça aussi? Mais ne présumons pas, nous verrons bien. La politique, elle est faite pour discuter, pour convaincre, pour faire des compromis. Et il est évident que le Parlement sera souverain comme toujours d'ailleurs, depuis la démocratie parlementaire, des textes proposés par le gouvernement. Moi, je suis sûr que nous trouverons un consensus, un compromis sur le texte immigration, parce que c'est une question très importante. Les voix du Rassemblement national, vous les acceptez? Mais moi, je pars du principe que le président de la République a ouvert le chemin. Il y a ceux qui ont voté les motions de censure contre le gouvernement, et puis il y a ceux qui se sont abstenus, n'ont pas voulu faire tomber le gouvernement, et il nous a invités à travailler avec ces groupes politiques. Donc il y a un groupe politique désormais célèbre qui s'appelle IOT, d'une vingtaine de parlementaires, de gens de gauche en partie, mais pas que. Et puis il y a le groupe Les Républicains. Voilà, donc nous travaillerons avec ces deux groupes. Si par ailleurs, je regarde nos amis socialistes, ils veulent faire des compromis sur un certain nombre de textes et montrer qu'ils sont désormais en soutien des forces de l'ordre ou de la politique migratoire du pays, nous le ferons. D'ailleurs, les socialistes ont voté. Vous acceptez les voix du Rassemblement national? Vous avez demandé le Rassemblement national, que la NUPES retire sa motion de censure pour éviter que le RN. Oui, le Rassemblement national a voté toutes les motions de censure contre nous. Pourquoi voulez-vous travailler avec eux de manière concrète? Ils ne sont pas très projectifs. Ils trouvent votre projet, en partie votre projet. Ils sont contre tout parce qu'ils sont ils sont pour le chaos. Donc il n'y a pas de discussion. Moi, je recevrai évidemment tous les présidents de groupe, quels que soient ces groupes. Moi, je ne suis pas là pour dire qui est légitime et qui n'est pas légitime à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais il est évident que notre compromis se tourne vers les Républicains, vers le groupe Lyot. Et puis, si une partie des socialistes n'ont pas voté, par exemple, la dernière motion de censure, s'ils veulent travailler avec nous, nous travaillons. Monsieur le ministre, vous respectez, c'est tout à fait normal et légitime, les Français qui votent le Rassemblement national, mais ce même parti pour lequel une grande partie des Français votent, s'il vient sur votre projet de loi, sur un sujet important, vous ne l'acceptez pas? 89 sur 677, ce n'est pas une grande partie des Français qui votent. C'est une petite partie des Français, je les respecte profondément, mais qui votent pour ces députés. 89, ce n'est pas la majorité de 577. À la présidentielle. Voilà. Donc, et même à la présidentielle. La majorité des Français se sont exprimés pour Emmanuel Macron. Ne refaisons pas comme si... Une partie. Il y a 5 mois. Oui, mais non, mais vous avez une grande partie. Mais sur la question, vous avez dit une grande partie. Acceptez ou pas les votes du Rassemblement national? Mais je ne ferai pas de compromis avec le Rassemblement national sur le texte immigration, c'est une évidence. Je souhaite que nous puissions convaincre les centristes, les républicains, les socialistes, de pouvoir nous mettre d'accord sur un texte. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Et si ce n'est pas le cas, 49.3 pour ce texte. Ce sera un texte qui pourra faire l'objet d'un 49.3. Chacun reste dans sa chacunière, comme on dit chez moi dans le Nord. Le président de la République, son arme politique, c'est la dissolution. C'est lui seul qui le décide. Et le 49.3, c'est la première ministre qui engage la responsabilité de son gouvernement. Donc moi, je n'ai les pouvoirs ni pour dissoudre, ni pour utiliser le 49.3. Ma volonté première, c'est évidemment que le débat politique normal, classique, même s'il sera long et difficile, amène les parlementaires longuement à discuter d'immigration. Alors, le président de la République a tendu la main, notamment aux Républicains, en les invitant à rejoindre la majorité, ce que souhaite aussi Nicolas Sarkozy. Parmi les Républicains, est-ce que certains parmi d'entre eux, selon vous, ont vocation, plus que d'autres, à rejoindre votre camp? D'abord, moi, ça fait 5 ans et demi que je dis ça. Je rappelle qu'en 2017,
Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu et d'autres, Franck Ester, nous avons dit ça. Nous avons dit, nous devons travailler avec Emmanuel Macron pour le bien des Français. Qui devraient être les prochains? Non, mais je pense que c'est pas une question nominative. C'est qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. Je constate que plus on avance, plus les Républicains perdent des sièges à l'Assemblée nationale et leur candidat fait désormais 4%. Bon, donc avouez que nous n'avions pas tort sur le constat politique. Aujourd'hui, nous disons à tous les parlementaires et singulièrement aux Républicains, travaillons ensemble pour l'avenir de notre pays. Il ne s'agit pas de faire des petites soupes sur son petit feu, comme dirait De Gaulle, mais il s'agit de regarder objectivement les textes que nous proposons. Est-ce que les Républicains sont contre la réforme des retraites que nous proposons? C'est-à-dire aux Français qu'il faut travailler plus. Est-ce qu'ils sont contre l'assurance chômage? Non, ils ont voté pour. Est-ce qu'ils sont contre le texte sur la sécurité? Non, ils ont voté pour. Ils appelaient la responsabilité, la cohérence. Est-ce qu'ils ont voté pour faire tomber le gouvernement? Non, à chaque fois, ils se sont abstenus, laissant ainsi la majorité rester forte. Donc la pente naturelle, ce serait de travailler ensemble en les respectant, bien évidemment. Et ils ont tous vocation, me semble-t-il, à rejoindre la majorité. Tout au long de cette émission qui s'achève, on a parlé d'immigration, de délinquance, de vision de la société, de social. Vous avez insisté là-dessus, d'économique. Finalement, vous embrassez tous les domaines d'une vie, d'une société. La question s'impose naturellement. Je vous demanderai si c'est possible de ne pas faire de langue de bois. Quand vous pensez à tous ces sujets, c'est que vous pensez aussi forcément à un avenir politique, à des ambitions qui seraient naturelles et légitimes, même si certains s'en agacent dans la Macronie. Vous ne vous interdisez rien pour la suite? Mais quand je pense à tous ces sujets, je me dis que c'est bien difficile d'être président de la République et que le président de la République mérite d'être aidé et qu'on a un quinquennat à réussir et qu'il ne peut pas y avoir d'ambition, quelles que soient les personnes qui les portent, légitimes ou non, c'est les Français qui décideront, qui peuvent réussir à proposer un projet en français si on ne réussit pas ce quinquennat. Voilà. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais surtout, je vois qu'il ne faut pas galvaniser les foules avec des propos d'estrade. Être président de la République, vouloir être président de la République, c'est extrêmement difficile et il faut se poser très sincèrement la question de savoir si on en est capable. Aujourd'hui, reculez pas devant les difficultés. Aujourd'hui, Emmanuel Macron démontre tous les jours le courage qu'il a de pouvoir affronter ces défis et moi je souhaite le soutenir jusqu'à la dernière minute. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais l'heure viendra. Mais j'espère que notre majorité sera capable... C'est l'heure de la fin de l'émission. Allez-y, Monsieur le Ministre, à la fin de J'espère que notre majorité sera capable de présenter un ou une candidate que je soutiendrai bien évidemment pour qu'il puisse l'emporter en 2027. Merci Gérald Darmanin d'avoir été notre invité ce dimanche. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Et évidemment, je vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes sur Europe 1.